Je vous propose de passer à la deuxième partie, les questions-réponses, et la parole est au public, à vous. En général, je crois qu'il y a des micros dans la salle. Juste deux petites remarques, mais qui ne remettent pas en cause la qualité de vos présentations. Je crois que le mot « ville » est un peu réducteur, parce qu'en fait, on voit bien que ce sont des territoires qui vont être intelligents. Et quand on prend le projet Scoopaf, qui va être développé prochainement, avec Renault, Peugeot, avec le ministère, le MEDE, et un certain nombre d'acteurs, c'est l'autoroute A4 entièrement entre Paris et Strasbourg. Ce sont des routes de montagne du côté de Grenoble. Ce sont des routes au travers de la Bretagne. C'est le périphérique de Bordeaux. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est justement, plus on va avoir de l'intelligence, est-ce que finalement la concentration urbaine est comment dirais-je, une donnée, ou est-ce qu'au contraire on aura une réappropriation du territoire grâce justement aux services qu'on aura sur les territoires? Deux petites remarques que je voulais faire justement pour le problème des logiciels prédictifs. C'est justement parce qu'ils sont prédictifs et bons qu'ils vont être mauvais. Parce que le jour où on va avoir la capacité de prédire un phénomène dans une ville ou dans un espace, et que les chefs qui n'ont rien compris aux algorithmes vont dire « mais attendez, il ne s'est rien passé puisqu'on a mis des forces, à quoi sert l'algorithme ?» Donc déjà, il y aura une fragilité au départ avec des gens qui ne comprendront pas forcément la finalité. Quant aux données à caractère personnel, alors là, je crois quand même qu'il y a des réponses et dans le règlement européen, en cours de discussion, et surtout dans la loi en cours de discussion à l'Assemblée, enfin, c'était traité à l'Assemblée, en commission des lois, sur l'ouverture de l'open data et la gratuité, et d'autre part, dans le projet de loi, l'avant-projet de loi Le Maire, où là, on voit justement la notion de service public, la notion de données à caractère général, et sinon la propriété des données, parce qu'on n'a ni l'usus ni l'habitus, et on n'a en tout cas pas l'abusus sur ses propres données, mais en tout cas la capacité de les maîtriser, ne serait-ce que post-mortem. Voilà. D'autres questions dans la salle, peut-être ? Si vous me permettez, je vais répondre à votre remarque sur la propriété des données. Ce que je regrette, c'est que le débat sur la propriété des données, mais ça nous éloigne un peu du sujet de la ville ou du territoire connecté, en fait exclut a priori la solution qui consiste à donner à ce que la donnée personnelle, à ce que chaque personne et sur les données qu'il émet, un droit proche de celui du droit d'auteur. C'est ce que propose notamment Pierre Ballanger dans son livre « La souveraineté numérique ». Mais à chaque fois que cette question est évoquée, elle est évoquée en public de manière réductive, en disant « on ne peut pas donner à la donnée, la donnée ne peut pas avoir un droit identique à celui du droit d'auteur ». Mais ce n'est pas du tout ce qui est demandé. Mais c'est à mon avis la seule possibilité pour que chaque personne ait effectivement une maîtrise des données qu'il émet. Oui, s'il vous plaît. Ouais, j'ai deux questions en fait. Pardon. La première, ça concerne les espaces connectés et non connectés. Puisqu'on parle des villes, de l'évolution des milieux urbains, à l'échelle de, je sais pas, des 10-15 prochaines années, comment pensez-vous que vont cohabiter des espaces des milieux qui sont connectés à côté, qui sont très proches de milieux non connectés? Je prends un exemple, ça sera plus clair. Je pense à Rio, par exemple, où on a des espaces urbains très riches, très protégés, qui jouxtent des bidonvilles qui ne bénéficient pas des mêmes avancées modernes. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, ça concerne l'homme. Vous en avez parlé tout à l'heure en rappelant qu'on parle des systèmes, tout ça, mais ils sont faits pour les hommes. On n'arrête pas de parler de résilience, de résistance, de sécurité. On parle de sécurité des systèmes et tout. Qu'en est-il, selon vous, de la résilience de l'homme? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un effort à faire là-dessus pour que nos populations, auprès de qui on crée un besoin
par cette connexion, et ça a été évoqué tout à l'heure par les industriels notamment, en disant que c'était pour notre bien et que tout allait être formidable, ce que je crois, puisque je suis un incorrigible optimiste. Mais pourtant, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a vraiment une prise de conscience et il faut anticiper le moment où ça ne marchera plus, où il faut éduquer les gens, en gros... Et j'en terminerai là pour donner un exemple un peu basique. C'est simplement que j'ai l'habitude de rouler avec mon GPS dans ma voiture. C'est super confortable, sauf que quand j'en aurai plus, il faudra que quand même je continue à rouler. Voilà, je vous remercie. Alors, pour répondre à votre première question très rapidement, comment vont cohabiter les milieux connectés et déconnectés? Je veux dire, le même schéma que l'armée de terre dans les années 80, le corps blindé mécanisé et la force d'action rapide. Il y a d'un côté les seigneurs et de la France d'en dessus et la France d'en dessous. D'accord ? On est mal. C'est mon point de vue. Et pour moi, il y a le risque est similaire pour les forces de l'ordre entre les territoires connectés où elles auront beaucoup de moyens, les territoires déconnectés où elles risquent de n'avoir que ce qui reste. Deuxième question, la résilience de l'homme. Oui, ça pose la question, est-ce qu'on est capable de vivre de manière déconnectée ? Individuellement peut-être. En mode communautaire, vous avez les Amish aux États-Unis qui vivent très bien en mode déconnecté. Convertir la France à la religion amish, c'est un véritable projet politique. Moi, je rajouterais sur la deuxième question, les économistes, c'est les obsédés du comportement, en fait. Et du coup, justement, si on veut changer les comportements, et on voit notamment en France, on ne va pas y aller en général avec un discours philanthropique. Parce que ça, en général, si on explique aux gens qu'ils vont payer plus par vertu collective, en général, on a plutôt une manifestation. Donc, ce qui par contre, est un argument qui est utilisé aujourd'hui, c'est de dire, ça tombe bien, on va faire des économies d'énergie, mais surtout, vous allez y gagner. Parce que c'est quand même ça le plus important pour le consommateur. Et donc on voit notamment lorsqu'on implémente des smart meters en disant aux gens donnez vos données aux délégataires, on va leur dire oui mais c'est pour votre bien, mais c'est surtout pour votre porte-monnaie. Parce qu'au final vous allez réduire votre consommation et donc au final vous allez y gagner. Donc il y a aussi un deal en fait qui est fait entre ceux qui développent les smart meters et tout ce type de technologie, c'est de dire au final vous allez y gagner. Soit en qualité de vie, mais surtout en écus sonnant et trébuchant. Et je pense que là aussi, la théorie économique nous montre bien que l'incitation par les prix est souvent beaucoup plus efficace pour changer les comportements. Et on sait notamment par le biais des taxes, etc. Donc si on veut changer les comportements, par exemple pour inciter à la réduction des consommations, il vaut mieux passer par l'outil tarifaire, en général. Et donc le télérelevé sera notamment un élément... si on dit aux gens, grâce à votre smartphone, vous allez pouvoir surveiller votre consommation électrique et suivre vos objets connectés pour les déclencher au bon moment. Alors là, du coup, si vous dites aux gens, vous allez gagner 20 € par mois, en général, ils sont assez convaincus de l'utilité des smart cities. Donc, si je peux rebondir, ça veut dire que c'est une étape à sens unique. On ne pourra pas revenir en arrière. Dans les étapes, il y a toujours deux possibilités. Quand on parle de l'harmonisation des taxes sur les produits pétroliers, vous aviez deux possibilités. Il y avait la possibilité qui me paraissait la plus logique, qui était d'aligner la taxe de l'essence sur la taxe du gasoil. C'est l'autre solution qui a été retenue. Après, on est toujours libre, il y a toujours des alternatives. Encore faut-il les trouver et accepter qu'elles existent. Monsieur, je crois que vous aviez une question. Pour continuer sur cette lancée, puisque c'est la fin de la séance, on peut se permettre un peu de prospective. Vous avez évoqué le nombre d'êtres humains connectés. Ce matin en particulier, j'ai noté 3,5 milliards, demain 7 milliards. Et en même temps, on a évoqué plusieurs chiffres, dont 50 milliards d'avatars demain. La question qui me vient à l'esprit, c'est justement, qu'appelle-t-on être connecté ? Et si on intègre les avatars, parce que ça me fait penser, autour de 2006-2007, il y avait beaucoup de gens intéressés par Second Life, avec les avatars qui naviguaient dans ces espaces virtuels. Qu'appelle-t-on population ? Est-ce qu'on intègre les avatars ? Et puis, on pourra aller même plus loin. Est-ce que l'on intégrera le mouvement transhumaniste, qui n'est pas totalement éloigné de nous, puisque en Californie, des progrès s'effectuent dans ce sens-là. Il y a une philosophe qui a dit l'identité humaine, toute l'identité humaine est résumée dans le corps. Ouais, ça me va très bien, je suis tout à fait d'accord avec elle.
Alors certes, c'est pas une philosophe qui arpente les plateaux de télé, la mèche et la mèche au vent, etc. Ouais, l'identité humaine est résumable dans le corps. Donc à partir du moment où on décorporise, si on peut dire, l'homme, on a affaire à quoi? Après, sont transhumanistes ceux qui veulent, il n'y a aucun problème. Hein. Mais en fait, il faut se poser la définition. Je suis en train de lire. Alors, ça, j'ai encore un demi-millionième de seconde. Giorgio Agamben, philosophe italien actuel. C'est extraordinaire. Il parle justement de l'homme, de ce qu'est l'homme actuellement, de ce qu'est l'homme suite aux deux barbaries du XXe siècle. Et en fait, on boucle effectivement sur cette question, c'est-à-dire que soit on se pose, à mon avis, la question fondamentale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une personne humaine? Et donc à partir de ce moment-là, si on décide de se mettre au service de la personne humaine, on fait en sorte que toute la connexion, tous les services soient au service de la personne, et dans ce cas-là, quelle qu'elle soit, homme, femme, petit, grand, laid, beau, intelligent, bête, enfin tout ce qu'on veut, c'est phénoménal. Soit on se dit, effectivement, il y a... Comme le dit Agamben, il y a des personnes qui méritent de vivre, et comme il le dit, c'est pas sa thèse, mais il l'expose. Ou alors on revient sur, y a-t-il des vies qui sont indignes d'être vécues? Et dans ce cas-là, on fait des villes connectées réservées à une élite. Enfin, une élite, façon de parler, à ceux qui le méritent. Vous ne parlez pas des avatars. Mais les avatars, mais c'est quoi un avatar? Un avatar, il n'a pas de vie en lui-même. C'est comme les drones. C'est comme, est-ce qu'on va trouver une personnalité juridique au robot? Ouais, si on veut, on peut trouver une personnalité juridique au robot. On peut même trouver une personnalité juridique de ma cravate. Pour moi, c'est aussi absurde. C'est quoi un robot? Un robot, c'est simple. Vous lui videz sa batterie, il fait quoi? Rien. Il fait rien. Un homme, vous le couchez, il dort, et après il se réveille tout seul. On ne sait pas comment on s'endort, on ne sait pas comment on se réveille, je suis d'accord. Enfin, on peut expliquer le processus chimique, mais on a une autonomie de décision. Un robot, il a quelle autonomie de décision? Vous avez vous-même pris l'exemple du robot qui dévalisait une bijouterie. Ouais, mais en posant le problème, si à partir du moment où on envisage la robotisation de la délinquance, comment va-t-on réagir? Comment les forces de l'ordre vont-elles réagir? Ça ne veut pas dire que... Pour moi, le problème, c'est pas je tire dans le robot et j'explose le robot, parce que pour moi, ça ne me pose mais aucun souci métaphysique. Pour moi, le tu ne tueras pas, c'est tu ne tueras pas veau, vache, cochon, homme, robot, et des cravates, pince à cravate et tout ce que tu veux. Non. Non. La robotisation de la délinquance va poser un certain nombre de problèmes parce que pour l'instant on ne l'a pas encore envisagé, et c'est là-dessus que je trouve que les armées ont des réflexions très intéressantes sur la robotisation du champ de bataille qui sont à mon avis transposables au champ de la sécurité intérieure. Oui, quand on robotise le champ de bataille, quelle est la place de l'homme? Est-ce que c'est une guerre, etc. Et donc on en revient à ce que dit Agamben, l'homo sacer, donc c'est une catégorie d'hommes qu'on peut tuer sans commettre d'homicide, sans être convaincu pénalement d'homicide. Donc est-ce qu'on va vers cette situation? C'est un peu sa thèse, donc c'est pas très optimiste, mais ça mérite au moins d'être évoqué. Mais je prends beaucoup de paroles. Peut-être, mon général, la dernière question. Non, mais c'est juste... Vous avez raison aujourd'hui. En 2030, je ne suis pas sûr. Parce qu'en 2030, le robot aura une capacité de deep learning, qui est en fait de machine learning, est nettement plus élaborée. Il travaillera 24 heures 24 sur 24, 365 jours par an. Il aura accès au cloud, au big data. Il aura capacité de discernement. Et je l'ai dit un jour à l'ENM, un jour vous aurez devant vous un robot qui aura volontairement tué, et vous prononcerez tout robot condamné à mort aura la tête de Delco tranchée. Mais c'est une vraie problématique, parce que dans notre droit pénal, c'est le discernement qui l'emporte qui conditionne la responsabilité pénale. Si votre robot a une capacité de discernement supérieure, attention, et là je suis assez d'accord avec ce que vous dites, attention au transhumanisme, parce qu'il est en train de nous amener sur quelque chose qu'on n'imagine pas. Et que la ville connectée à ce moment-là, ça sera un épiphénomène par rapport à une dérive majeure pour l'humanité
de cette transformation numérique. Je ne suis pas... Moi, je serais parti, moi je serais avec mon exosquelette. Voilà. Je ne suis pas toujours pas d'accord avec vous. Il y aura une personnalité juridique des robots si et seulement si l'homme, si la race humaine a décidé d'abdiquer ce qu'elle est. C'est-à-dire que si elle accepte d'être esclave de machines, effectivement, on sera également capable de travailler 24 heures sur 24 jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que le robot, il n'en aura rien à cirer, il n'a aucune émotion, et on aura accès au cloud par un certain nombre d'artefacts, mais on ne sera effectivement pas dans le progrès de l'humanité. Enfin, bon, c'est fini.